Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à Lorient pour cette nouvelle visio en direct de l'escale. Donc, l'orientaise de la Volvo Ocean Race. La dernière escale pour nous aujourd'hui, Dominique Bourgeois, qui pour une fois est sur place. Bonjour. Et puis surtout, un premier invité remarquable, exceptionnel, un homme plein de talent. C'est le moins qu'on puisse dire, Jean-Luc. Non, c'est la fête des pères, je sais pas. Ouais, bientôt, bientôt. La Saint-Patrick en Irlande, hein? Ce sera la Saint-Jean-Luc. Enfin, on verra ça. Mais donc voilà, pour commencer, Jean-Luc Nélias, navigateur à bord de Groupama 4. Et puis tout à l'heure, nous aurons un second invité en la personne de Cyril Douillet, que nous avons déjà eu lors d'une précédente escale et responsable plus du secteur performance et analyse à bord de Groupama 4. Et ben voilà, maintenant on a Jean-Luc, donc on va en profiter et peut-être revenir, Jean-Luc, sur cette précédente étape, la 8e de la Volvo, et qui vous a permis de gagner beaucoup, beaucoup, de faire un écart de points important. Vous êtes parti avec 8 points d'avance de Lisbonne. Ce n'est pas le comptable. En tous les cas, nous, ce qu'on voudrait savoir avec Dominique, première question, est-ce que au départ de Lisbonne, vous pouviez imaginer vous retrouver à Lorient lors de l'arrivée avec 23 points d'avance sur le deuxième? Je prends l'Esquimau. On pouvait toujours l'imaginer. Hein. L'imagination n'a pas beaucoup de limites. On n'est que 6 bateaux, donc on peut faire premier ou sixième. L'objectif, c'était, on était en tête en partant de Lisbonne au classement général. Donc l'objectif, c'était d'essayer de conserver cette première place, éventuellement de consolider ou de faire un petit peu de gain. La veille au soir de notre arrivée à Lorient, on était 4 bateaux à vue. Donc les 4 principaux protagonistes, hein, Telefonica, Camper, Puma et nous-mêmes. Et à ce moment-là, on n'était pas à égalité, mais quand on est à vue, c'est assez proche d'une égalité. Et puis, la nuit a été magique pour nous, où on a navigué plus fort que nos collègues. Et au classement de 3 heures du matin, avec 20 000 d'avance, ou de 1 heure du matin avec 20 000 d'avance, il y avait déjà quelques sourires sur les visages de l'équipage. C'était une bonne nouvelle. Donc, arrivé à Lorient en tête, avec Telefonica qui était le deuxième au classement général, qui est cinquième avec des problèmes de safran. Donc, effectivement, imaginer tout ça, c'était possible, mais c'était beaucoup d'imagination quand même. Donc, voilà, on est bien payé sur cette 8e étape. On a cru comprendre que c'était l'étape finalement la plus courte depuis le départ de Alicante et qui était finalement la plus intense et quasiment la plus celle où vous avez tiré le plus sur les bateaux. Ouais, elle était importante, intense, parce qu'elle avait beaucoup d'enjeux et qu'on se rapproche de la fin de la course. Donc la deuxième étape, il peut se passer plein de choses, on est à vue, mais on se dit toujours, on pourra se refaire sur l'étape d'après, on pourra se refaire sur l'étape d'après. Et d'ailleurs, on a vu que malgré quelques contre-performances, notamment dans l'étape 2, on a réussi à revenir au classement général, alors que Telefonica avait gagné les 3 premières étapes. Donc après, elle est intense parce que les conditions météo ont été brutales quand même pour un mois de juin. On sait que ça peut arriver l'été, une dépression aussi creuse, mais c'était vraiment très creux et c'était pile poil au moment où on passait dans le coin. Donc on a été empanné dans son centre, qui est un endroit assez mal pavé. Et donc le pilotage, on était 4 bateaux à vue, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on sait qu'il fallait pousser. Je crois qu'on a des bruits de ponton nous, qui nous arrivent au fur et à mesure. Camper, ils avaient décidé d'arriver, de tirer à fond sur le bateau, quitte à couler. Donc forcément, ça lève, ça hisse le débat. Nous, il fallait pas qu'on coule, il fallait qu'on arrive pour rester leader au général. Telefonica s'était mis une pression énorme en se disant il faut qu'on revienne au point sur Groupama, donc il faut qu'on gagne cette épreuve. Donc on voit sur les vidéos qu'ils ont bourriné comme des fondus. Donc à un moment donné, la veille au soir de l'arrivée, à un moment donné, on s'est dit nous, on va être raisonnable, et on a vu Puma qui roulait une voile. On s'est dit on va se mettre dans la même configuration qu'eux. D'ici une demi-heure, quand on leur a mis un peu de distance par rapport à nous. Et puis on a vu Telefonica, une fois qu'on a roulé notre voile, on a vu Telefonica qui nous rattrapait, qui nous passait sous le vent. Donc du coup, on a redéroulé la même voile qu'eux, et là on part dans un jeu un peu à la con où c'est le premier qui casse qui ne gagne pas. Et ça a été le cas. Voilà, donc c'est un peu chaud quand même.
Il y a eu quand même aussi un moment important, c'était le moment du déclenchement de l'empannage. Bon, vous êtes les premiers, en même temps que Telefonica, à le faire. Pourquoi Puma et Camper l'ont pas fait, eux qui étaient plus à l'ouest que vous? Ouais, plus à l'ouest, ils sont à vue. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on sait qu'il va falloir empanner entre 20h et 22h selon les fichiers, selon la vitesse du bateau, selon les routages. Et on se rend compte que, à peu de choses près, les bateaux, ils empannent presque en même temps. Si on regarde le déclenchement ou la vidéo des traces virtuelles, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on attend un classement de 19 heures. Bon, on voit à peu près tous les bateaux, mais on voit la vitesse à laquelle ils vont, donc on sait s'ils sont plus rapides ou pas. On sait que la nuit va tomber et qu'on préfère manœuvrer avant la tombée de la nuit. Et puis, généralement, dans un empannage comme ça, le premier qui empanne, s'il n'empanne pas beaucoup trop tôt, le premier qui empanne, il a souvent du gain, quoi. Donc, voilà, il fallait pouvoir le déclencher. Mais empanner, entre le moment de prendre la décision d'empanner et l'empannage, il se passe facilement 3/4 d'heure. Parce qu'il faut que tout le monde soit prêt, il faut passer toutes les voiles d'un côté à l'autre, il faut passer tout le matos d'un côté à l'autre, il faut affaler certaines voiles, il faut préparer le bateau, il faut essayer sur une vague, sur une deuxième vague, sur une troisième vague. On n'a pas réussi à empanner tout de suite. Et puis, quand finalement on a réussi à empanner, eh ben, on s'est rendu compte que Telefonica était juste devant nous, il avait empanné en même temps que nous. Donc, c'est un peu du hasard, mais on avait vraiment l'intention, nous, d'empanner plus tôt que les deux autres. Et les deux autres, ils ont mis sans doute plus de temps. Ils avaient des voiles plus réduites. Donc, comme ils avaient des voiles plus réduites, il fallait qu'ils aillent normalement un peu plus loin parce qu'ils allaient se retrouver, c'est compliqué, mais ils allaient se retrouver avec des angles plus serrés pour finir sur l'Orient. Donc, bon, c'est une combinaison de choses. Mais c'est sûr que par habitude, quand on se retrouve dans ce genre de situation, il faut être le déclencheur. Le déclencheur, souvent, il gagne. Et donc, tout le monde se surveille. Et qui va déclencher le premier? Il faut que je déclenche avant lui. Et si jamais il y a quelqu'un qui déclenche avant vous et que vous n'avez pas déclenché, vous dites flûte. Voilà, j'ai perdu le déclenchement. Voilà. On revient peut-être sur les images. Alors effectivement, on peut revenir sur les images, mais avant de revenir sur les images, dans un empannage comme celui-là, quelles étaient les conditions de vent, les conditions de mer, et quels sont les risques techniques? Parce qu'on imagine qu'il y en a. Ouais, il y avait à peu près 45 nœuds de vent, une mer qui allait avec, c'est-à-dire 6-7 mètres de creux, donc c'est des conditions qui sont fortes. On a eu ça et plus dans le Pacifique, mais dans le Pacifique, on n'a jamais eu empanné. Donc, et on faisait attention de se retrouver dans une situation où il ne fallait pas qu'on empanne. Donc des fois, on a longé les zones d'exclusion, mais de très près, et on a travaillé pendant des heures et des heures à descendre dans le vent pour éviter de se retrouver dans une situation d'empannage. Bon là, pas le choix, stratégiquement, il faut empanner. De toute façon, pour aller à Lorient, il faut empanner. Là, il y a plusieurs solutions, c'est-à-dire que est-ce qu'on affale les voiles, est-ce qu'on empanne, c'est-à-dire on change de côté aux voiles en passant vent-arrière. Est-ce qu'on vire de bord, comme font certains solitaires dans le Vendée Globe, c'est-à-dire qu'on passe les voiles d'un côté à de l'autre, puis plutôt que d'empanner et d'avoir la voile qui passe brutalement d'un côté à l'autre, on fait un virement de bord, donc on perd du terrain. Donc chaque solution a un avantage et des inconvénients. Le plus rapide et le plus course, c'est l'empannage. Le plus risqué matériellement, c'est aussi l'empannage. Donc, je sais que, pour être honnête, Franck et moi, et je pense Thomas aussi, qui n'avions pas l'habitude de cette manœuvre parce qu'on n'en a pas fait beaucoup, on était plutôt tendance à avoir la rassurer et à faire un virement de bord. Et je pense que c'est Damien de Foxhall, avec son expérience des Volvo, Laurent Pagès, qui avait fait la Volvo aussi l'année dernière sur un bateau qui n'était pas très facile au portant, qui ont dit si, mais là, ça se tente, ça doit passer. Si on travaille bien, si on est bien coordonné, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et du coup, on a déroché la manœuvre, on a fait un checklist de manœuvre et puis on manœuvrait. Mais à ce moment-là, on n'est pas très fiers. Tout le monde est un peu plus que tendu. Et quand la manœuvre se passe bien, il y a une énorme libération de stress, quoi. L'idée, c'est quoi? C'est de prendre de la vitesse et de réussir à faire ça en partant au surf sur une vague pour avoir moins de vent apparent? Ouais, c'est ça, mais il faut combiner, c'est dans un surf, effectivement, pour avoir moins de vent apparent, mais il faut combiner le passage de la grand voile qu'on est obligé de border, donc il faut du monocolonne, il faut la quille qui passe de 40 degrés d'un côté à 40 degrés de l'autre côté, il y a tout le stacking qu'on a fait en prévision du nouveau bord qui déséquilibre le bateau, donc voilà, c'est pas si facile, des fois on prend de la vitesse, mais on peut buter dans la vague qui est devant, donc d'un seul coup on est ralenti. On a fait une première tentative, et puis dans la première tentative, quand on arrivait vent arrière, on n'allait plus assez vite, et donc
on a changé de plan, on est revenu à l'initial, on a rechoqué les voiles, et il faut reconstruire la vitesse, reprendre un surf. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Et là, c'est le barreur, j'imagine, qui a la décision en main. C'est le barreur qui a la décision en main, et la première fois, quand c'est pas passé, tout le monde sentait que ça allait pas passer, et tout le monde regardait le barreur en disant pourvu qu'il y aille pas et qu'il arrête le truc, quoi. Donc voilà, le risque, c'est de casser les lattes, en gros. C'est de casser les lattes, et donc du coup, quand on casse les lattes, après on déchire la grand voile, on a moins de rendement sur la fin de la course, par exemple. Là, dans 45 nœuds de vent, d'avoir cassé les lattes, ça n'aurait pas été très gênant dans le moment. Mais plus tard, il a fallu renvoyer de la toile pour arriver à Lorient. Là, ça aurait été embêtant. Et dès qu'on commence à bricoler sur ce bateau-là, à ces vitesses-là, on perd énormément de distance, quoi. Donc, c'était vraiment un peu qui tout double. Donc, un point remarquablement négocié par l'équipage de Groupama 4. Et on va, voilà, pour se remettre un petit peu les choses en mémoire, revenir sur cette approche de l'arrivée de la 8e étape entre Lisbonne et Lorient. L'équipage en rêvait. C'est une étape qui était courte, donc la moindre erreur coûtait très très cher. On a eu un problème avec le mât 2 jours avant l'arrivée, et à ce moment-là on s'est tous dit que c'était foutu, et pour la victoire d'étape et peut-être pour le général. Et puis on a quand même pu réparer, on est revenu dans le match en forçant pas mal sur le bateau, et hier soir c'était un peu à la limite tout le temps, mais c'est passé, et on est très content de cette nuit. On n'a rien lâché, on a pris des risques. Beaucoup de risques, c'était à celui qui prenait le plus de risques sans casser qui allait passer, et je crois qu'on a réussi une très très belle dernière nuit de course. On revient à la maison, on est premier au général, on gagne l'étape. On a passé 2 ans à préparer cette course ici pour Groupama. Donc c'est extraordinaire, c'est énormément de satisfaction, et c'est le résultat de beaucoup de travail, de toute une équipe, des gens à terre, c'est magique. Ça a été vraiment un super accueil. On a eu la patrouille de France qui était là ce matin, ce qui était assez incroyable. Et voilà, on a eu plein de bateaux, plein d'amis qui étaient sur l'eau. Et c'est sympa de retrouver les siens après 12 mois de voyage autour du monde. Ça progresse, ça progresse. C'est pas fini, hein. Il y a ligne forte. C'est 9 mois d'acharnement pour arriver à un résultat d'une émotion de quelques minutes. Hein. C'est ça, d'ailleurs, la beauté d'un sentiment, c'est que c'est très éphémère par rapport au travail que ça représente. Mais c'était un très beau sentiment, très beau. Un grand bravo pour Franck et son équipage. Voilà, bravo. The cheering, it was fantastic. You know, it's a very emotional moment for the whole team. Very nice. Oui, Jean-Luc, là, c'est donc cette étape, vous étiez leader à Lisbonne, vous avez conforté votre avance là à Lorient avec cette nouvelle victoire. Par contre, l'escale, c'est la plus longue de toute la Volvo. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette escale et qu'est-ce qui va se passer pour cette ultime manche entre Lorient et Galway, dont le départ va être donné dimanche? Je pense que tout le monde a pris des vacances. C'est d'autant plus facile qu'on est chez nous. Donc, moi, j'ai disparu de Lorient vers Quimper pendant une petite semaine. Et puis, là, on reprend notre routine. Le lundi avant, donc une semaine avant le départ, on reprend les fichiers météo, on reprend les entraînements, on reprend la navigation, on reprend nos marques, en fait,
Ça va être la 9e étape, donc on a déjà fait 8 fois ce process. Il y a quelques variations dans la durée des vacances surtout, mais pas vraiment dans la durée du timing de boulot. Donc voilà, là on est jeudi, on est à 3 jours du départ de la LEG, donc il faut préparer cette étape qui va être la plus courte du coup, mais avec plein de pièges. Alors l'avantage, c'est qu'on connaît, on sait qu'il y a des pièges et on arrive à mettre le doigt dessus, on les connaît à peu près. L'inconvénient, c'est qu'on connaît les pièges, alors que d'autres étapes, on imagine qu'il y a des pièges, mais on ne les connaît pas et en tout cas, on n'a pas réussi à les trouver. Donc, on est plus innocent et à la limite, ça demande moins de boulot ou on a moins de stress. Ici, il faut tout préparer. Donc, les courants, le rat-de-sein, les phénomènes de brise, la traversée du rail, l'arrivée sur le fastnet. Ça va du filet à saumon réglementaire au large de la côte irlandaise, au filet des braconniers. Donc, comment on va réussir à s'en dépêtrer si on se met dedans, il y a des chances de se mettre dedans. Donc, tout ce genre de process. Et comme on est en tête et que c'est la dernière manche, on essaie de tout prévoir, quoi. Donc, du coup, ça fait une activité autour du bateau, de la technique, du short team, de la météo, des analyses de performance. Il faut rien lâcher sur cette dernière étape. Et donc, ça bruisse d'activité. Et justement, qu'est-ce qui vous attend au point de vue météo? D'abord, il y a l'inshore donc de samedi qui va être dans les cours de Groix. C'est un parcours assez traditionnel. Parcours traditionnel avec du vent de sud-ouest entre 15 et 20 nœuds, donc du grand spectacle, de la houle qui rentre ici dans les coraux. Donc c'est peut-être la première inshore qu'on va faire depuis le départ d'Alicante, qui va se courir sur une eau un peu agitée. Souvent on a eu la mer assez plate et là ça sera peut-être un peu plus agité. Donc des belles images pour les téléspectateurs, je sais pas comment ça s'appelle, les internautes. Les gens sur la pointe du talus qui viendront voir, sans doute un peu plus vieux le matin, un peu plus dégagé l'après-midi. Donc un beau spectacle samedi ici à Lorient. Et puis dimanche, pour que ce soit plus facile, les modèles sont complètement différents. Pas vraiment dimanche, les modèles là sont à peu près pareils. On va partir plutôt dans du petit temps avec une espèce de dorsale à traverser devant Pamar, peut-être le courant dans la gueule au rat-de-sein ou aux alentours de Saint en tout cas. Et puis après, par contre, c'est le bazar. Les deux modèles ne sont pas d'accord à 3 jours. Donc, hier, il y avait beaucoup de vent sur le modèle européen et pas beaucoup de vent sur le modèle américain. Et aujourd'hui, 24 heures après, c'est strictement l'inverse. Il y a du vent sur le modèle américain et plus du tout sur le modèle européen. Donc voilà, c'est pour que ce soit plus facile. Mais vous, votre objectif là maintenant, il reste donc 2 inshore, 2 fois 6 points pour le premier, une étape au large, donc 30 points pour le premier. Vous avez 23 points d'avance. Est-ce qu'il y a quand même une volonté stratégique d'assurer ou de toute façon, c'est comme d'habitude, c'est une manche, on la court et donc on la gagne? Non, là, ce serait... tout est analysé, hein, tous les stratèges, on met toutes les situations. Non, l'idée, c'est surtout de pas faire de mauvaises manches, quoi. Donc, dans l'InPort qui arrive là, l'idée, c'est de ne pas perdre trop de points ou éventuellement d'en gagner, de gagner l'InShore, mais c'est surtout de ne pas prendre de points négatifs, quoi. Donc, il faut éviter d'être disqualifié, de faire une faute. On peut imaginer que des concurrents vont venir nous chercher pour nous forcer à faire un 360. On a du mal à se remettre d'un 360 sur un inshore. Donc, du coup, ça fait une place de dernier. On perd 5 points sur le premier. Donc, ça, ce serait embêtant. Donc, il faut éviter ça. Et puis, après, l'offshore, pardon, ça va dépendre de la situation météo. Si c'est comme le modèle américain, on traverse la mer d'Iroise et la mer Celtique au reaching dans 18 nœuds de vent à 80 degrés du vent. Donc, ça doit nous permettre de contrôler un peu nos adversaires parce que c'est une allure où on est facile. Si c'est le modèle européen avec une petite dépression, sans vent, sans gradient au milieu de la mer Celtique, là, il faut contrôler, il faut jouer serré, il faut arriver juste derrière Puma ou devant Puma. Voilà. Donc, on est plutôt dans la prudence et le contrôle que tenter des coups comme on a pu faire sur d'autres étapes où la première place, on a vu dans cette étape où on est arrivé à Lorient en premier, il y a un vrai bonus à être premier. Donc, c'est plus notre jeu d'essayer d'être
premier à tout prix, je pense. Et le but du jeu, c'est de contrôler et de serrer le jeu et éviter de jouer le classement général sur la dernière in-port à Galway, quoi. Ça nous soulagerait un petit peu les boyaux de ne pas avoir à jouer la Volvo sur la dernière manche. Jean-Luc, tu as beaucoup d'expérience en matière de course, que ce soit en équipage, en régate côtière, le parcours et notamment tout le départ, le passage de la pointe de Pamar, puis le Ratsin, même le Fastnet, ce sont des coins que vous connaissez, vous, l'équipage de Groupama 4, peut-être un peu mieux que certains autres. Est-ce que c'est un atout ou pas ? Ouais, là, sur le coup, je pense que ça commence à être un atout. C'est peut-être aussi un atout psychologique par rapport aux autres qui se disent, voilà, quand même, là, on est chez les Français, on est sur leur terrain. Donc, peut-être que s'ils nous voient faire des choses ou pas les accompagner sur enfin, je dis l'inverse parce qu'on va essayer de les accompagner plutôt, mais enfin, s'ils nous voient, je pense que psychologiquement, ça peut un peu les troubler, eux. Mais je pense aussi que notre principal adversaire sur cette fin d'épreuve, c'est nous, quoi. Donc, il faut qu'on fasse gaffe de pas partir en vrille. Et la tentation est forte parce que justement, on commence à phosphorer, il y a du stress, de la pression. Ça pourrait partir dans tous les sens. Donc, il faut faire attention. Notre principal adversaire, c'est nous, je pense. Parce que la situation de vos 3 poursuivants qui se tiennent en 5 points, on connaît un petit peu maintenant depuis le départ d'Alicante leur manière de naviguer. Ils sont plutôt proches les uns des autres, plutôt au contact. Le fait qu'il y ait un vrai match entre ces trois-là, est-ce que c'est un atout en disant ils vont rester ensemble en même temps, ça les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes et ça peut représenter un danger. Ouais, on va pas réussir à on va pas réussir à faire pression, je pense, sur la façon dont ils vont aborder la course. Je pense que les 3 bateaux qui sont derrière, aussi bien Camper, Telefuneka que Puma, ils ont envie de gagner. Ils n'ont pas envie de faire 2e ou 3e. Peut-être que je me trompe, mais Puma, il a déjà fait 2e la dernière fois. Telefonica, sur tous les bateaux, il y a des grands champions. Eux, le seul truc qu'on se souvient, c'est le vainqueur de la Volvo, pas du 2e, on s'en fout un petit peu. Donc les gars sont motivés pour gagner et ils vont tout lancer dans cette bataille-là. Je pense pas qu'ils vont se contrôler. En tout cas, on verra s'il y a des différences de points, mais il ne va pas se passer grand-chose pour l'Inport, où les points sont quand même vachement faibles ici sur l'Orient. Donc je pense que la dernière manche, les mecs, ils vont jouer la gagne à fond, essayer de gagner le classement général. Et nous, on est dans une autre position que ces 3 autres bateaux. C'est un peu différent. Bon, tu nous parlais des prévisions météo et des différences d'appréciation entre le modèle américain et le modèle européen. Un coup blanc, un coup noir. À partir jusqu'à quand est-ce que tu travailles des différents scénarios ? Tout du long. Tout le long de la course. C'est-à-dire que là, les différents scénarios, ils sont importants dans la configuration du bateau parce qu'on peut partir avec un bateau lourd ou un bateau léger. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend beaucoup de nourriture ou pas beaucoup de nourriture ? Est-ce qu'on prend des voiles de brise ? Est-ce qu'on ne prend pas des voiles de brise ? Est-ce qu'on prend des voiles typées pour serrer plus ou moins le vent ? On a différents panels de voiles. On peut avoir, par exemple, 3 A0, c'est les grandes voiles, les côtes 0 qu'on utilise pour faire du prêt. On a des formes de voiles différentes. Donc, on a du poids qui est plombé à bord. Donc, le poids, il peut être plombé à bord à l'avant du bateau, à l'arrière, au milieu, à gauche, à droite. Est-ce qu'on va faire beaucoup de tribord ? Est-ce qu'on va faire beaucoup de bâbord ? Est-ce qu'on va faire beaucoup de petit temps, auquel cas on met du poids sur l'avant ? Est-ce que ça va être de la brise au vent de travers, auquel cas on met du poids sur l'arrière ? Donc toutes ces décisions-là, en gros, il faut qu'on les ait prises avant le vendredi soir, parce que tout ça, c'est plombé après. Ça demande beaucoup de temps de préparation pour l'équipe à terre. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut se positionner par rapport à ça. Mais après, dans la navigation pure, une fois que le bateau est configuré et qu'on part dimanche, en permanence, tous les 6 heures à peu près, on a un nouveau fichier météo qui arrive. Enfin, on a les nouveaux fichiers météo qui arrivent, un européen, un américain, et on continue à les surveiller. Alors, plus on va dans le temps, plus souvent ils se superposent, mais on voit qu'à pour le moment, à 3 jours du départ, ils sont vraiment pas superposés. Donc voilà, ça laisse des inconnus et ça laisse surtout des prises de risque. Comme j'expliquais, vendredi soir, il va falloir décider de ce qu'on fait du poids et il y aura prise de risque ou pas, quoi. Et ça, ce sont des décisions qui sont prises de manière un petit peu collégiale. Vous réussissez généralement à partager le même avis ? Ou bien est-ce que
il y a des positions qui sont différentes et avec Franck qui, à la fin, fait son choix. Ouais. Souvent, il y a des positions différentes. Parce que entre l'introverti, l'extraverti, le gars qui veut mettre le curseur là, l'autre qui veut mettre le curseur ici, tout ça. Et de toute façon, il y a un choix final. Il y a un boss. Hein. Il y a un boss, ça n'a pas changé. En tous les cas, Jean-Luc, un grand merci. On ne va pas te retenir trop longtemps parce que tu as encore du travail et il est diablement important. Et avant de recevoir notre second invité, Cyril Douillet, on vous propose de revenir sur cette semaine qui s'est déroulée à Lorient. Comme ça sur des semaines, vous dormez très peu, vous êtes tout le temps là-bas Bah moi je suis hors quart donc je choisis quand je dors et je choisis à peu près quand je suis à la barre, c'est pas mal. Et moi à la rigueur je dors peut-être plus que les autres. Et nous voici de retour à Lorient avec notre nouvel invité Cyril Douillet. Cyril, bonjour. Bonjour. Alors Cyril, la dernière fois que nous nous étions vus, c'était lors de l'escale de Sanya en Chine. Tu nous avais raconté ton job et ton boulot en termes d'analyse de performance au sein de Groupama Selling Team. Est-ce que tu peux revenir rapidement justement sur ton activité et puis surtout nous dire si, depuis Sanya, les performances que tu relèves à bord de Groupama 4, pendant l'étape et puis à l'arrivée après ça, ont évolué et dans quel sens? Alors, j'ai envie de dire que la prophétie s'est un peu révélée. Hein. Moi, je leur disais depuis le début, pour avoir fait cette Volvo auparavant dans le même type de boulot, qu'il y a 20% d'apprentissage qui se fait avant le début de la Volvo et les 80% c'est pendant la Volvo. Et ça s'est complètement confirmé. Là, en arrivant à Lorient, on a encore fait un long debrief avec beaucoup de discussions et on a continué à accumuler la connaissance. Donc, ouais, absolument, on a continué à progresser. Et je pense que le bateau qu'on a maintenant et les marins qu'on a maintenant sont encore meilleurs que ce qu'on avait à Sanya, certainement. Oui. Et je pense que les résultats le montrent pas mal d'ailleurs. Est-ce que dans le même temps, il y a des analyses de performance que tu fais de Groupama 4 et son évolution? Est-ce que dans le même temps, tu réussis à porter un jugement sur l'évolution ou la régression peut-être des concurrents? Ouais, alors je ne vais pas dévoiler tous nos secrets parce je pense qu'on a pas mal, on a même beaucoup travaillé là-dessus. Donc nous, on se concentre énormément sur les adversaires parce que finalement, c'est
notamment quand on est au bord à bord. Or, plus on avançait dans cette Volvo, plus les étapes étaient courtes et donc plus on était vraiment côte à côte. Notamment, il y a même des moments où les marins pouvaient presque voir les autres bateaux et voir les voiles qu'ils avaient. Et donc, moi, dans tous mes rapports, j'ai fait, dès qu'on pouvait, j'ai fait des comparaisons avec les autres. Et on commence à avoir une bonne image de où en sont les autres et puis également leur évolution au fur et à mesure. Alors, ce qu'on ne prend pas en compte, c'est l'évolution psychologique. Quand on a vu la Lisbonne-Lorient, elle a été flagrante. Quand on a vu Telefonica, c'était vraiment une bataille psychologique qui casse un premier safran. Et puis alors, ils remettent la patate comme des furieux. Ils vont 2 nœuds plus vite que tout le monde, ce qui est énorme en termes de performance. Et puis ça passe pas, quoi, ça recasse. Donc ouais, tout ça, on le suit vraiment de très près. Ouais. Et alors toi, quand tu es à terre pendant l'étape et que tu vois par exemple, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Luc, le type de toile qu'ils portent dans un vent qui était fort, parce que je crois que Laurent Paget, tu voyais qu'à certains moments, ils avaient jusqu'à 49 nœuds de vent, avec 2 rides dans la grand voile, un spi fractionné devant. Toi, quand tu es dans ton bureau derrière ton ordinateur, tu te dis quoi? Ils sont cinglés ou ils ont raison? Bah, moi, je me permets pas de porter un jugement, je prends des notes et puis après, je confronte et puis on en discute surtout. Ouais. Et en fait, pendant qu'eux sont en mer, nous, on est complètement dans la course, d'autant plus que sur cette dernière étape, il y avait des relevés de position très fréquentes, toutes les minutes. Donc, c'était la dernière semaine, on n'était pas en mer, mais pratiquement, quoi. On a peu dormi, on était tous les uns avec les autres en contact avec Gauthier. Je travaille beaucoup avec Gauthier Sergent, qui est donc le designer des voiles, parce que lui, il connaît très bien son sujet. Donc, on était toujours en discussion en disant qu'est-ce qu'ils ont comme voile en ce moment. Alors, on ne pouvait pas deviner ce qu'avaient les autres, mais en tout cas, déjà préparer un peu ce débrief en essayant de comprendre quelles options ils prenaient, tout ce qu'on pouvait deviner en avance. C'était intéressant pour nos discussions, pour le débrief à l'arrivée. Donc, complètement dedans, à essayer de voir en permanence, de voir évidemment les vidéos. Dès qu'il y a une vidéo, alors la plupart des gens, j'imagine, regardent les vagues et les embruns. Nous, on est en train d'essayer de voir dans toutes les vidéos, est-ce qu'on voit les voiles des adversaires, est-ce qu'on arrive à détecter des choses, deviner des secrets, ou enfin tout ce qu'on peut trouver sur ces vidéos et ces photos, pour nous, c'est du bonus. Et on note et puis on réfléchit après. Et vous réfléchissez alors. Pour aider, Jean-Luc nous racontait tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de décisions qui allaient devoir être prises d'ici demain soir quant à la configuration de Groupama 4 pour la 9e et dernière étape vers Galway, des positions de poids à bord et des choix de voile également. J'imagine qu'avec Gauthier Sergent, dont tu parlais tout de suite, vous êtes directement concerné par le sujet? On est directement concerné par le sujet. Alors pour tout ce qui est voile, c'est très concret. On est encore complètement dans... là, cette semaine, on a fait des entraînements où ils ont fait des sorties spécifiques, aujourd'hui encore, où ils vont tester 2 types de voiles. Avec l'application directe, ça va être la prochaine étape. Donc, on est vraiment, vraiment dedans et on continue à faire l'analyse de performance pour l'aide à la décision de la voile. Après, évidemment, le boulot de Jean-Luc est très important parce que c'est lui vraiment qui va nous donner une idée du genre de conditions qu'ils vont rencontrer et c'est ça qui va faire le grand choix. Mais ceci dit, il y a des choix, il y a des grands choix principaux. Est-ce qu'on prend une voile de portant plutôt typé pour aller très VMG, c'est-à-dire vraiment très poussé par le vent, ou bien est-ce qu'il y aura plus serré, plus reaching? Donc ça, c'est les grands choix. Mais après, une fois ce choix fait, il reste encore les choix mineurs, j'ai envie de dire, entre, dans les 2 voiles de reaching, on a le choix entre 3 voiles. Il y en a une qui est plus typée pour ce genre de mer, qui marche mieux dans ces conditions, etc. Donc ça, c'est des choix plus fins où l'analyse de performance intervient directement. Parce que ça, c'est des choses qui sont vraiment le mix entre le feeling des marins et puis les chiffres qu'on en a ressortis. Pour tout ce qui est la position des poids, c'est un peu plus complexe parce qu'on n'a pas, pour que moi je puisse intervenir là-dedans, il faudrait vraiment qu'on ait un capteur pour savoir à chaque moment où étaient exactement les poids et pour après vraiment faire de la quantification fine, vraiment une analyse numérique importante. Ça, on a moins. Nous, ce qu'on a à bord, pendant qu'ils sont en mer, ils rentrent donc à la main dans l'ordinateur, ils nous disent comment ils stackent. Le stacking, c'est le matossage, c'est-à-dire toutes les voiles et tout le matériel qui peuvent bouger. On a un système de code qui va de 0 à 5. Et donc, normalement, quand ils changent le stacking, ils vont prévenir le navigateur ou le skipper qui, lui, va rentrer un événement en disant bon, là, stacking à telle position. Et donc, moi, je peux les aider s'ils ont bien rentré ces choses-là, ou même pour le ballast, par exemple, le remplissage des ballasts. Si ça a été bien rempli, bien documenté, moi, je peux passer derrière en leur faisant une analyse, justement. Une question justement générale maintenant, puisqu'on arrive à la fin de la Volvo, c'est justement ton avis sur l'évolution des performances des différents bateaux. Parce qu'il y a le côté régate offshore, donc là on est à plus de 35 000 milles parcourus, donc évidemment
il y a du data dessus. Mais il y a aussi les inshore. Et on voit que les inshore, est-ce que c'est une régate psychologique uniquement ou est-ce que les performances influent? On voit des Espagnols qui montent et qui descendent, des Français qui étaient moyens puis qui montent, des Américains qui montent toujours, des Néo-Z qui sont assez stables. Comment on explique tout ça en termes juste de performance? Pour les inshore, du fait que les parcours soient aussi courts, aussi intenses, qu'il y ait autant de manœuvres, que les lignes soient assez courtes et donc il y a 6 bateaux qui se battent les uns avec les autres, je pense que le côté régate pure prend le dessus sur la performance. On a rarement vu un bateau en passer un autre en performance pure, parce qu'ils sont vraiment au contact, et quoi qu'il arrive, même si on a un peu la mauvaise voile, le bateau qui va au vent va vraiment déventer le bateau sous le vent, même si le bateau sous le vent a une voile de Superman, c'est très difficile de passer. Donc je pense que là, on en rentre plus vraiment dans la régate pure et dans les manœuvres, donc dans la communication et dans toutes ces choses-là. Donc pour ces choses-là, je participe un peu aussi, parce qu'on fait quand même, nous, des études pour optimiser un virement de bord ou un empannage. Il y a plusieurs manières de le faire. Est-ce que je roule la voile et puis je panne et je la déroule, ou bien est-ce que je la fais passer à l'extérieur ou à l'intérieur? Donc là, on fait de l'analyse de manœuvre. Donc je ne suis pas en train de regarder la performance du bateau, mais sinon de quantifier la performance de l'équipage et puis d'essayer de mettre des chiffres sur les différentes façons de faire des manœuvres. Et donc là, si, là, ça joue aussi. Mais je pense que c'est beaucoup plus de la régate comme on en voit tous les jours dans tous les ports de France, des régatiers normaux, où il faut être bon en manœuvre, il faut être bon psychologiquement, il faut avoir bien étudié le terrain, qui est important aussi. Moi, je travaille aussi beaucoup en collaboration avec Thierry Péponnet, donc qui est un peu le coach inshore. Et à chaque étape, donc on a été à beaucoup d'endroits qu'on connaissait absolument pas. Quand on a régaté à Sagna, personne n'avait jamais mis les pieds à Sagna. Là, on passe beaucoup de temps à étudier le courant, qui est souvent mal documenté au niveau scientifique. Donc on va faire nos mesures à nous. Et puis on regarde ce que ça donne dans les jours qui précèdent. Le vent, si on arrive à apprendre quelque chose sur le thermique, est-ce qu'il y a le parcours est différemment? Est-ce qu'il y a des spécificités géographiques qui font que le vent est différent? Donc là aussi, on travaille beaucoup là-dessus. Ouais. Par exemple, justement, à Lisbonne, on a vu que Groupama est parti avec une petite trinquette ou un J4, je crois, au lieu d'avoir un grand jet noir, contrairement à ce qu'il faisait habituellement, contrairement à ce qu'ont fait les autres. Et ça a été payant. Ça, c'est justement aussi ton rôle, quoi, de trouver des solutions, ce qui facilite les manœuvres. Oui, absolument. Ça fait partie. Je dirais que ceux qui ont le plus d'input là-dessus, c'est plutôt Thierry Péponnet, qui a beaucoup d'expérience dans ce genre de choses, de régate au contact, etc. Mais oui, bien sûr, on participe. Ceci étant dit, le J4, ça a très bien marché pour nous pour la Import Race de Lisbonne. Et le lendemain, pour le départ du Laleg, on avait aussi J4 et ça ne s'est pas aussi bien passé. Donc, bon, je n'irai pas jusqu'à dire que le J4 nous a fait gagner la Import Race. Hein, ce serait un peu tendu de dire ça. Et tu disais que justement le facteur humain, donc technique, manœuvre, etc., était très important chez les inshore. Or, les Néo-Z, qu'on dit les meilleurs manœuvriers du monde, n'ont gagné qu'une manche à Auckland et c'est tout. Oui, c'est étonnant. C'est très étonnant. Parce alors que les Français commencent à gagner, ils ont trois inshore, 2 inshore, 3 inshore. Ceci dit, j'ai envie de dire qu'on parle des kiwis. Les kiwis, c'est une espèce de grand mot magique qui fait un peu peur dans le milieu de la voile. Ce bateau, en l'occurrence, le bateau kiwi, il est skippé par un Australien. Et puis, il y a quand même pas mal de nationalités à bord. Et ce n'est pas nécessairement le groupe noyau kiwi qu'on connaît chez Team New Zealand dans l'America's Cup, où c'est les mêmes gars qui ont navigué depuis qu'ils avaient 7 ans sur leurs petits optimistes. Donc, ça ne s'applique pas forcément. D'autre part, je ne pense pas qu'ils aient fait autant d'entraînement que nous en import. Nous, je me rappelle, moi, à Lorient, on a passé beaucoup de temps sur les imports. Et j'en étais à me dire, mais est-ce que c'est pas un peu trop quand même? Ça reste une course autour du monde. Est-ce que c'est normal de faire autant que ça? Et puis en fait, dans le ratio des points, une porte, c'est une régate qui dure 1 heure, 1 heure et demie, mais ça vaut proportionnellement beaucoup plus de points que les étapes. Donc je pense qu'au final, on a très bien fait et on continue à s'entraîner très dur. Là, ils sont toute la semaine sur l'eau. Ils vont arriver samedi. Ils seront pas frais comme des gardons, ça c'est sûr. Donc je pense que ça paye. Je pense que les autres l'ont moins fait. Je pense que les autres se sont moins entraînés cette semaine. On y avait on n'était pas seul sur l'eau, mais on était certainement les premiers sur l'eau toute la semaine dernière. On a préparé le bateau pour le import training, qui est très important pour nous. Bien qu'on connaisse le coin, etc., on est quand même sur l'eau, on est dedans, on est focus. Donc, moi, je pense qu'il y a un petit plus là-dessus. Ouais.
Et côté des performances des bateaux, au niveau architecture, on imagine que Groupama a progressé, comme tu nous l'as dit. Alors, on ne sait pas de combien, mais il a progressé. Et Telefonica, est-ce qu'il a progressé? Est-ce qu'il est resté stable? Est-ce qu'il a moins progressé? Puma, enfin, ça, c'est les 3 plans One Koyujan. Abu Dhabi, qu'on n'avait pas vu, qui avait tout cassé, enfin, qui n'arrêtait pas de casser, etc. Il est revenu dans le match là, sur l'étape de Lisbonne. Est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est parce que ils ont fait un très joli coup tactique sous les bandes Terre-Neuve, mais on l'a plus trop revu sur l'étape dernière. Et puis Camper, le TP 72, c'est ça. Hein. C'est dur. Je pense qu'en fait, il y a eu un mélange assez intéressant dans toute la Volvo. Et on a peu eu nos conditions finalement, mis à part en allant, finalement en allant de Auckland à Itajaï, où là, on a commencé à vraiment avoir nos conditions. Donc, on a vraiment pu montrer notre potentiel. Ça s'est mal fini, on a cassé le mât. Bon, pas de bol, ça arrive. Et je pense qu'à partir de là, entre Miami et Lisbonne, puis après Lisbonne-Lorient, on était dedans, c'était vraiment, vraiment nos étapes. En plus de ça, Jean-Luc et Franck ont fait des jolis coups, notamment en sortant de Miami, ils ont fait quand même un très, très joli coup qui les a mis bien devant. Ils ont perdu derrière, bon, voilà, ça arrive. Mais donc, je pense que c'est difficile de dire, est-ce que les autres ont perdu en performance? Certainement pas. Est-ce qu'on a plus progressé qu'eux? Ouais, j'ai le sentiment que oui. J'ai le sentiment que oui. Et moi, je l'observe directement dans les débriefs. On ne fait pas les débriefs de la même manière. On est certainement plus méthodique. On sait directement quel sujet on veut aborder. Les discussions sont, je trouve, vraiment constructives. J'ai discuté un peu quand on va au bar, on essaye toujours de se mettre à côté de l'analyse performance des autres bateaux, lui glisser une petite bière, puis voilà, on lui fait causer un peu. Je pense que Groupama, on a fait du bon boulot. Moi, je suis assez fier de ce qu'on a fait et je pense c'est payant maintenant, donc je pense que ça joue. Donc il y a une méthode, French méthode ou Groupama méthode ou Camas méthode qui fait qu'on marque cette Volvo. Ouais, j'ai envie de dire Groupama méthode certainement. Je pense que Franck est super pour ça parce qu'il est très porté sur les chiffres, mais il y a vraiment il y a eu un mélange très intéressant des équipiers. Là, on a vraiment des gens qui viennent de milieux différents, de pays différents, d'expériences différentes. Et ça a mis un peu de temps à ce que la sauce prenne. Et maintenant, je pense que la sauce a pris là, ça a vraiment pris. Et donc, chacun a un peu ses expertises. Donc, quand on fait un débrief, il y en a, je ne veux pas citer de nom, mais il y en a qui parlent plus que d'autres. Mais ça marche pas mal. C'est-à-dire que les gens, on sait très bien dans quel domaine certaines personnes vont amener, notamment les chefs de quart, Thomas et Damien, on sait qu'ils ont leur parole est très importante parce qu'ils sont peut-être moins portés sur les chiffres, parce que Franck et Jean-Luc passent beaucoup de temps en bas dans la table à cartes à regarder les chiffres, ils sont très fixés sur les chiffres, c'est important. Mais Thomas et Damien, ils sont beaucoup sur le pont, ils ont un feeling qui maintenant est... Enfin, ils connaissent leur bateau très bien maintenant. Et donc, l'échange des deux dans les débriefs est vraiment, vraiment passionnant, quoi. Je ne sais pas trop comment ça se passe à ce niveau-là pour les autres bateaux, mais je sais que nous, on a une méthode qui tourne, là, qui est bien. Alors, une méthode qui tourne, on parlait tout à l'heure avec Jean-Luc de pression, alors qu'on va aborder la dernière étape de cette Volvo qui va être déterminante pour le classement général. Est-ce que cette pression compte évidemment les marins sur les épaules, toi, dans ton boulot et l'équipe autour de toi, vous l'avez également à terre? Oui et non. Nous, on est un peu blasés parce que nous, on travaille comme des furieux, j'ai envie de dire, pendant les étapes. Et puis après, on donne un petit coup de pied et puis on pousse le bateau et puis on ne peut plus rien faire. On est derrière, on est comme tout le monde à regarder le site internet en croisant les doigts. Donc la pression, elle est là, mais pas plus que d'habitude, j'ai envie de dire. On a très envie de gagner, bien sûr, mais on fait notre boulot. Je pense que la routine qu'on a maintenant, elle est très importante et il ne faut pas sortir de la routine. C'est pareil à bord, je pense. Faut pas qu'ils se lancent dans des coups fumants maintenant. Et Jean-Luc l'a bien dit, hein, le but du jeu, là, c'est d'arriver juste un peu devant les prochains. Donc nous, c'est pareil, il faut qu'on soit aussi rigoureux, qu'on fasse notre boulot plus ou moins de la même manière parce qu'on sait que ça marche. Donc on est motivé, on a l'envie, mais on ne va pas réinventer la roue. Là, il faut vraiment, au contraire, rester concentré, comme dans toute régate. Hein, quand ça se passe bien, il ne faut pas changer, hein, c'est que ça se passe bien, quoi. Donc on essaie aussi de garder les pieds sur terre et d'en profiter. Profiter, c'est la dernière étape, hein, donc 2 ans et demi, presque, on travaille là-dessus. Et donc voilà, là, on travaille et puis on profite un peu de cette expérience qui était assez fabuleuse.
Voilà, avant de boire une bonne bière, une bonne Guinness à Galway, et puis nous vous donnons rendez-vous si les bateaux sont encore en mer mardi prochain pour une nouvelle visio. D'ici là, vous pouvez suivre sur Canal+, l'InPort et le départ de cette 9e et dernière étape. Également sur la TNT, l'InPort sur France O. Et puis, sur BFM iTélé, lundi matin, mardi matin, vers 7h, entre 7h10 et 7h30. Et puis sur le net, évidemment, que ce soit sur camas-groupama.com. Vous êtes bientôt 50 000 fans ou pas très loin. En tous les cas, on compte sur vous pour atteindre ce nombre-là et faire venir vos amis sur le site. Et sur le site de la Volvo aussi, enfin voilà, partout. Suivez-nous, encouragez-nous, on en a besoin, ils en ont besoin surtout. Oui, on a besoin, oui. Voilà. Merci Cyril, merci Dominique, et à tout bientôt.